Et pourtant, elle pleurait. Ah, les femmes, encore les femmes, toujours les femmes, pour ne citer que celle-ci. Les œuvres littéraires d'Isaïe Biton Coulibaly sont orphelines. L'auteur est décédé dans la nuit d'hier, mardi 9 à ce mercredi 10 novembre, à l'âge de 72 ans. Né le 7 juin 1949 à Trécheville, Isaïe Biton Coulibaly a succès d'une dizaine de romans et de nouvelles des plus lus. Il avait obtenu en 2002 le prix Nyonda pour son roman « Merci l'artiste ». Diplômé de l'école française des rédactions de Paris, il était le responsable du service littéraire des nouvelles éditions NEI après avoir occupé d'importantes responsabilités au sein des anciennes nouvelles éditions africaines NEA. Isaïe Biton Coulibaly était le correspondant permanent du magazine international féminin Amina depuis une quinzaine d'années. Auteur fécond et populaire, il a écrit plusieurs romans et recueils de nouvelles, notamment La légende de Sadio, Enchaîné pour l'amour d'un homme, Le sang, L'amour et la puissance, Que Dieu protège les femmes, entre autres. En 2008, il obtint le prix Yambo Willegom avec Et pourtant, elle pleurait. Ah, les femmes, édité en 1987, fut, en à point douter, l'un de ses plus grands succès. Il est important de souligner que l'écrivain avait fait valoir ses droits à la retraite en 2015. Lancée le dimanche 7 novembre, l'opération Libération des Altères, principale de la commune d'Abobo, se poursuit. Ce mardi 9 novembre, elle bat son plein au niveau de la casse d'Abobo Anador. Cette initiative de la mairie d'Abobo n'est pas du goût des artisans ferrailleurs et garagistes qui dénoncent le manque de préavis. Non. On ne sait même pas pourquoi ils cassent, nous ne sommes pas informés. Ou bien, il y a les bornes qui sont là, nous on a respecté les bornes. Quand on considère les bornes, il y a les limites. Ou bien, on lit après le poteau. Nous sommes juste derrière après le poteau. On ne sait pas pourquoi on casse, pourquoi on nous dit quelque chose. Ils sont venus seulement, ils sont en tenue mégancin, ils sont venus nous demander d'enlever les camions qui sont garés au bord. On n'a pas protégé des camions, on a appelé ceux qui ont protégé des camions, ils sont venus enlever les camions, c'est fini. À part ça quoi, nous on est magasinés, on n'a pas protégé des camions. Bah, actuellement là, c'est cassé maintenant là. Il faut venir avertir les gens avant d'agir. Quel qu'on soit nous au-dessus de la loi, il faut venir avertir les gens, ils n'ont pas averti quelqu'un. Il y a 17 moyens, vous nous avez prévenu. On a fait ce qu'on devait faire. Maintenant pourquoi ils ont laissé la niche? La niche a dépassé le poteau qui est là. Pourquoi ne pas casser la niche aussi? Pourquoi? C'est un choix. Pourtant, le président des garagistes de Côte d'Ivoire l'assure. Des campagnes de sensibilisation ont été faites et des mises en demeure ont même été données à ces hommes de métier. Nous avons tenu plusieurs réunions avec toutes les sections des garagistes d'Abobo. Il y a 17 sections. Nous avons tenu réunion. Ça fait bientôt 2 mois qu'on fait des réunions avec des sections. Et la mairie nous a envoyé aussi des mises en demeure. Première mise en demeure, on nous a envoyé, on a distribué ça. J'ai fait parvenir une équipe qui a distribué les mises en demeure. Et deuxième mise en demeure est arrivée, je crois, il y a une semaine, qui a indiqué que le 7, l'opération devrait commencer. Et moi-même, je suis sorti et j'ai demandé aux uns aux autres d'enlever les véhicules qui étaient stationnés au bord de route. La mairie nous a associés à toutes les réunions. Voilà, madame le maire nous a informés de la faisabilité. Donc vraiment on a adhéré à cette opération. Cette opération d'assainissement et de salubrité qui se tient sur 2 semaines vise à débarrasser la commune des installations anarchiques afin de lui donner un nouveau visage. Nous en appelons, n'est-ce pas, au bon sens de tout le monde, au civisme de chacun de nous, pour que l'opération puisse aller jusqu'à son terme. C'est une opération de salubrité, c'est une opération d'assainissement. Vous avez vu tout à l'heure des pneus qui sont rejetés n'importe comment, des moteurs qui sont déposés n'importe comment, n'importe où, et plein de choses. Et donc, il faut que cela s'arrête. Pour mener à bien cette opération, 300 agents ont été recrutés pour renforcer l'effectif de la police municipale et assurer la sécurité des populations. Vous avez vu que Madame la ministre a recruté 300 policiers municipaux. Et partout où nous passons, nous déposons des personnes, n'est-ce pas, de la police municipale qui se chargent du suivi. Il y a une équipe également qui vient à tout moment pour regarder s'il n'y a pas de problème. Donc, au niveau du suivi, il n'y a pas de problème. Le maire de la commune d'Abobo, l'une des plus peuplées d'Abidjan, entend en faire la commune la plus propre et ordonnée de Côte d'Ivoire.
C'est un établissement à moitié clôturé et non électrifié. Des tables et bancs insuffisants, une toiture arrachée et des ravins au sein de l'école. Bienvenue au groupe scolaire Clocha d'Abobo Kennedy. Un établissement d'enseignement primaire composé de 5 écoles, dont une maternelle menacée par les pluies diluviennes. Quand il pleut à notre école, dans tout, quand on est passé, on a peur pour que l'eau là parte de nous. Notre ami est mort dedans. Donc ça nous a fait pitié, on avait peur de lui. Donc maintenant, quand la pluie vient, on préfère rester à la maison. Chaque matin, c'est dans tout que je passe pour venir à l'école. Mais quand il pleut, j'ai peur que la pluie me prenne. Créé en 1983, le groupe scolaire Clocha enregistre 1600 élèves. En plus des dégâts causés par les pluies, l'école fait face à plusieurs problèmes, dont l'insécurité. Quand le temps commence à s'assombrir, et vu le danger, les enseignants sont obligés de libérer les élèves avant. Cela impacte négativement le quantum horaire. L'autre problème encore, c'est le manque d'électricité qui favorise l'insécurité. Avec ce pan de la clôture qui s'est effondré, il n'y a pas de portail. Donc la cour de l'école est le passage des riverains. Et le bruit qu'ils font empêche les élèves de se concentrer. L'établissement est menacé par les eaux de ruissellement et les riverains ne nous font pas la tâche facile. Quand il pleut, ils déversent toutes les ordures là dans l'eau qui viennent stagner au niveau de l'école. L'eau de ruissellement en train d'emporter les bâtiments scolaires et ça crée d'énormes problèmes même. Les riverains font de l'élevage des animaux et puis ça vient aussi perturber, déranger l'enseignement. Il y a l'insécurité totale ici. Les jeunes qui viennent, qui font leur palabre de machette dans le quartier qui est juste à côté, qu'on appelle Colombie, s'affrontent à ceux d'ici. C'est leur rendez-vous qui est notre groupe scolaire. On n'est vraiment pas en sécurité ici. On demande aux gouvernants, aux ONG, en tout cas que chacun puisse faire parler son cœur pour sauver l'école et la vie des élèves aussi. Une situation inquiétante pour les parents d'élèves. S'il pleut, les enfants n'arrivent pas à venir à l'école. Des fois, il y a d'autres même qui restent à la maison. Ceux qui ont eu la chance de venir avant la pluie, eux, ils sont en classe et d'autres sont à la maison. En tant que parents, ça joue sur nous. En 2020, un élève de cet établissement scolaire a été emporté par les eaux des pluies diluviennes. Une situation qui trouble la quiétude des élèves, parents d'élèves et enseignants qui en appellent à l'aide. Le feu a laissé des traces dans ce couloir de ce bâtiment de l'INJS, Institut national de la jeunesse et des sports. L'incendie s'est déclaré hier à l'entour de 9 h dans l'un des bâtiments de cet institut servant de dortoir aux étudiants. Les flammes ont ravagé 2 chambres de ce bâtiment H20 comportant 64 chambres. Des documents importants et quelques biens matériels sont partis en fumée. Je suis le principal victime de cet incendie qui a calciné vraiment toutes nos affaires, tous nos placards, tout ce qui est comme documents qu'on avait, le bac et tout ça, tout était brûlé. On était dans les chambres et on a vu qu'il y avait des fumées qui sortaient de part et d'autre. Et c'est comme cela que nous sommes montés dans le bâtiment du haut, le premier palier. Quand nous sommes montés, on a vu la fumée, mais vu la puissance de la fumée, on n'a pas pu accéder là, dans la chambre où il y a eu vraiment l'incendie. Et c'est comme cela que nous sommes descendus, parce que la fumée commençait à descendre dans le 2e palier. L'incendie a été maîtrisé grâce aux étudiants et aux sapeurs-pompiers. Habib Sanogo, directeur général, après avoir constaté les faits avec son équipe, a salué la bravoure des soldats du feu et surtout des étudiants qui ont vite circonscrit l'incendie et évité sa propagation. Je voudrais féliciter la réaction des étudiants qui, en toute responsabilité, avec les gestes que nous leur apprenons au cours de leur formation, qui ont réussi dans un élan de solidarité à sauver quand même les meubles. Et ils avaient déjà fait le gros du travail avant l'arrivée des pompiers donc, pour pouvoir donc, arriver donc, à circonscrire ce feu-là, qui, heureusement pour nous, s'est déclaré en pleine journée. Et donc, je voulais en tout cas louer leur bravoure et féliciter donc les soldats du feu qui ont fait un travail remarquable. Donc.
Les étudiants qui avaient été logés dans ce bâtiment sont sains et saufs et le directeur général assure. Un site de recasement a été déjà trouvé pour les étudiants victimes. Hormis les dégâts matériels enregistrés, aucune perte en vie humaine ni de blessés n'est à déplorer. Pour l'heure, les causes de l'incendie restent encore méconnues. Les enquêtes se poursuivent donc pour élucider les circonstances de l'incendie selon Habib Sanlogo, directeur général de l'UNJS.